Le cheval de Przewalski est un miraculé. Considéré comme éteinte à l'état sauvage en 1969, son espèce fut reconstituée à partir des 12 derniers survivants, conservés dans différents parcs zoologiques. Les chevaux de Przewalski furent réintroduits en Mongolie. Aujourd'hui, ils habitent de nouveau les steppes mongoles. Ils peuplent aussi, en France, les plateaux des Cévennes ou les monts d'Azur. Mais soudain, on découvre dans ces crânes de chevaux de Przewalski une grave anomalie. Un mal mystérieux qui pourrait de nouveau menacer cette espèce tout juste reconstituée. Petit, trapu, le ventre blanc, les oreilles longues, des yeux hauts placés sur un front plat, la crinière courte dressée en brosse, à peine réveillé de son éternité, le cheval de Przewalski, ardent et farouche, est aujourd'hui le seul et le dernier cheval sauvage jamais domestiqué par l'homme et vivant encore en liberté. Au pays des équidés, il partage ce privilège avec les zèbres dont il a en commun parfois quelques rayures aux pattes, avec les derniers ânes sauvages d'Afrique et avec ceux d'Asie, les émiones. Sa robe beige aux extrémités plus foncées lui permet de se fondre aisément dans les paysages de steppe. L'Institut des sciences et de l'évolution de Montpellier. La jeune paléontologue Laure Danilo travaille sur l'évolution des chevaux, notamment en les confrontant à des fossiles vieux de 35 à 55 millions d'années. Elle s'intéresse particulièrement aux structures internes du crâne, de l'encéphale et de l'oreille interne. C'est en auscultant ces crânes sous tous les angles que Laure Danilo va révéler une anomalie morphologique totalement inattendue. Une malformation des os de la face du crâne. Elle va s'apercevoir que 92% des chevaux morts depuis 20 ans sont affectés par cette anomalie dramatique, une asymétrie faciale. Donc voilà le crâne d'un cheval de Przewalski, en 3 dimensions. Quand on place ici une règle le long de cette ligne, on s'aperçoit que sur ce crâne, on a une déviation vers la droite des os qui sont ici. Et on voit notamment une usure dentaire qui est diagonale au lieu d'être plane. Donc une usure irrégulière des dents, qui est causée par cette asymétrie faciale. Il s'ensuit que les dents supérieures et inférieures ne se font plus face correctement. Cette asymétrie apparemment banale est en réalité très grave, voire fatale. Elle provoque en effet l'usure anormale des dents, une usure qui s'accroît quand le cheval broute. Comme il le fait 14 heures par jour, cette asymétrie réduit son espérance de vie de moitié. C'est une terrible nouvelle pour cette espèce, tout juste rescapée et encore si fragile. Mais d'où vient ce mal étrange ? En 1879, le colonel Nikolai Mikhailovitch Przewalski, un explorateur russe, découvre en Dzungari, dans les montagnes qui bordent le désert de Gobi, un cheval sauvage inconnu, auquel on donnera son nom, Przewalski. Le succès est immédiat. Les amateurs nombreux, zoos et parcs privés, se ruent sur cette curiosité. Chacun en veut son exemplaire. En 1901, par exemple, 52 poulains sont capturés, et comme ils sont sauvages et récalcitrants, les adultes sont purement et simplement abattus. Seuls 28 de ces poulains arriveront vivants en Europe.
Dans le désert de Gobi, le dernier cheval de Przewalski est aperçu en 1969. À peine un demi-siècle d'aveuglement aura suffi pour provoquer l'extinction de l'espèce. C'est des Pays-Bas que va venir le salut. Un couple de Hollandais, Jan et Inge Bouwman, bouleversés par un Przewalski se mortifiant sur le béton de son zoo à Prague, se lance le défi de rendre sa liberté à l'espèce. Un programme de reproduction est mis en place. Les animaux sont collectés dans les principaux zoos européens et une quinzaine d'années plus tard, sur le sol de la Mongolie, les premiers Przewalski font leur retour. Nous sommes en 1992. Puis 84 chevaux vont faire le voyage en 10 ans. Au parc national de Oustaï, on en dénombre aujourd'hui 250. C'est un succès. C'est donc du territoire où il s'était réfugié loin des hommes qui le chassaient d'Europe et du reste du monde que le cheval de Przewalski finit par renaître, la Mongolie. Cette histoire presque incroyable explique les causes du mal qui atteint l'espèce aujourd'hui. Tous cousins, puisque tous provenant de cette petite dizaine d'individus miraculeusement conservés, les chevaux de Przewalski sont victimes d'une lourde consanguinité, laquelle provoque l'asymétrie faciale. Peut-on sauver de nouveau le cheval de Przewalski ? La solution serait de créer des communautés de chevaux isolées les unes des autres. Au fil des générations, ces chevaux évolueraient séparément, développant au gré des mutations leurs propres particularités génétiques. En Espagne, à San Cebrián de Muda, s'étend une vaste réserve où ce plan pourrait être mené. En France, dans le Causse, Sébastien Carton de Gramont s'est associé à cet espoir. Il anime l'association TAC, qui, depuis 20 ans, sous l'impulsion de Claudia Fay, se bat pour la défense des chevaux de Przewalski. Une association qui a déjà organisé avec succès 2 transferts de chevaux vers la Mongolie. Sur les steppes du Causse-Méjean, dans les Cévennes, 39 chevaux se partagent aujourd'hui les 400 hectares de la réserve. Comme chaque cheval a besoin de 10 hectares pour se nourrir convenablement, la capacité maximale est aujourd'hui atteinte. Un transfert vers l'Espagne de quelques chevaux de Przewalski s'impose doublement. Au Villaret, on compte 3 groupes familiaux composés chacun d'une dizaine d'individus. Un étalon dominant, 3 ou 4 juments et leur progéniture forment ces familles qui vivent côte à côte, mais sans se mélanger. Les rappels à l'ordre ne manquent pas. « 11 étalons célibataires se tiennent à l'écart et se disputent la seule jument solitaire actuellement disponible. Ils lorgnent aussi avec convoitise sur les 3 familles qui voudraient bien vivre paisiblement. Sébastien envisage, pour soulager ces tensions qui peuvent devenir dangereuses, d'envoyer 3 ou 4 de ces étalons en éclaireur vers l'Espagne. Si leur adaptation réussit sur ce nouveau territoire, une famille complète pourra leur emboîter les sabots. Quand ils deviendront adultes, vers 3 ou 4 ans, les poulains, mâles et femelles, seront chassés du groupe. Ils devront trouver un partenaire ailleurs pour fonder leur propre famille. Tout risque d'inceste est ainsi naturellement écarté. Il faut régénérer le sang des chevaux de Przewalski afin de réduire leur consanguinité. Le temps est compté. On entend disséminer les chevaux sur des territoires différents pour favoriser leur évolution génétique. Tout cela, Sébastien le sait, mais le départ de ces animaux lui cause un déchirement. Il a vu naître ici chacun d'entre eux, et il mesure les risques pour eux d'une telle opération. Il s'agit de chevaux sauvages, très sauvages. On ne les déplace pas aussi aisément que des animaux domestiques.
le temps de la capture est venu. On ouvre un enclos où l'herbe plus verte et plus dense attirera les étalons. Un peu d'eau et de sel attiseront encore davantage leur convoitise. Le lendemain, Sébastien n'a plus qu'à refermer le piège. C'est un petit groupe de mâles célibataires de 4 étalons. Et voilà, c'est un peu une étape préliminaire en attendant par la suite d'envoyer sans doute une famille entière. C'est toujours une période un peu délicate. Les chevaux ont tendance à stresser pas mal à partir du moment où on les enferme. Engoulevent, le plus âgé des étalons, mais aussi le plus fougueux, ne l'entend pas de cette oreille. Il s'en prend à Aven, un étalon plus jeune et plus tranquille. Les chevaux ne se calment pas. Sébastien doit prendre une décision avant qu'il ne s'épuise ou se blesse. Engoulevent pourrait blesser Aven. Il faut protéger ce dernier. Il ne fera donc pas partie du voyage. Les candidats doivent en effet s'entendre pour affronter dans les meilleures conditions l'épreuve et le dépaysement qui les attendent. Engoulevent, 13 ans, sera donc accompagné de Sarine et d'Apollon, 2 étalons de 4 ans. Et c'est un trio serein que Sébastien peut conduire vers l'enclos du départ. Aucune animosité entre eux, c'est la condition indispensable au succès de l'opération. Dans quelques jours, Engoulevent, Sarine et Apollon quitteront le Causse-Méjean pour traverser les Pyrénées. Le sort des chevaux de Przewalski se joue en grande partie à Oulan-Bator et dans toute la Mongolie. Le pays de Gengis Khan est la patrie presque éternelle du cheval. À moins d'une centaine de kilomètres de la capitale, le parc national de Oustaï offre aux chevaux de Przewalski ces immenses étendues de steppe que traversent parfois quelques alignements de bouleaux. Namkhai Bandi, aujourd'hui directeur de cette réserve qu'il connaît depuis sa création, a reçu de France des images de chevaux de Przewalski, ceux de l'association TAC. Ce sont des chevaux sauvages de France. La lutte contre la consanguinité implique une étroite collaboration entre les différents centres de conservation. Namkhai Bandi a lui-même pratiqué la diversification des souches génétiques en envoyant 70 de ses chevaux vers le Takintal, une autre région de Mongolie qui jouxte le désert de Gobi. Un hiver très rude a malheureusement fragilisé le troupeau déplacé. Dans l'avenir, des chevaux de Mongolie pourront venir se joindre à ceux de l'Europe et vice-versa. Sur le Causse-Méjean, c'est la veille du grand jour. Sébastien bichonne les candidats au départ pour mieux les préparer à l'épreuve qui les attend. En temps normal, il intervient le moins possible. Les chevaux doivent se débrouiller par eux-mêmes. On ne met à leur disposition qu'un peu d'eau, car aucune rivière ne traverse le Causse. Pour les candidats au départ, c'est différent. Ils ont besoin d'un peu de fourrage pour prendre des forces en cet hiver si rude. On va en avoir au moins 2 qui s'entendent bien. Ce sera plus paisible en Espagne. Sébastien s'inquiète. La nuit risque d'être longue. Ce matin-là est celui du départ. Toute une équipe est venue prêter main forte à Sébastien. Les chevaux de Przewalski sont des animaux sauvages et leur transport, s'ils se cabrent et s'ébattent, peut tourner à la catastrophe. Les responsables de la réserve espagnole sont venus chercher leurs futurs pensionnaires. Le voyage par la route sera long. Les chevaux devront prendre leur mal en patience. Il faut éviter tout stress susceptible de compromettre l'opération. Contrairement à ce qu'on ferait pour des chevaux domestiques, il faut anesthésier les animaux pour pouvoir les installer dans le camion.
Il faut attendre que l'anesthésie produise son effet. Sébastien reste vigilant. Ah bon, donc les lèvres. Pause. Pause. Engoulevent est une force de la nature. Il résiste à l'anesthésie. Sébastien s'inquiète pour son protégé. Engoulevent lutte comme un forcené contre l'endormissement. Il faut augmenter la dose, c'est le seul moyen d'en venir à bout. C'est bon, avance. Allez, tu vas. Allez, 1, 2, 3. Engoulevent, Sarine et Apollon sont enfin prêts à prendre la route pour rejoindre l'Espagne. Beaucoup d'espoir repose sur eux. S'ils s'adaptent à leur nouvel environnement, il sera possible d'envoyer une famille complète. Une autre colonie de chevaux de Przewalski devrait ainsi voir le jour en Espagne. Formidable espoir et indispensable stratégie pour lutter contre la consanguinité. Un autre territoire, un autre biotope, un autre climat favoriseront avec le temps une évolution génétique différente. Faut pas qu'il se blesse maintenant. Voilà, c'est bien. Sébastien voit ses protégés fouler pour la première fois le sol espagnol. Un enclos temporaire de 200 hectares les attend, le temps de s'acclimater à ces nouveaux lieux. Mais ce projet concerne en réalité un immense territoire sauvage, pas moins de 700 000 hectares disponibles pour des milliers de chevaux de Przewalski. Reste à savoir comment vont réagir les chevaux du Cosméjean. Engoulevent, Sarine et Apollon auront-ils la faculté de s'adapter à ce nouveau territoire ? Quand les premiers chevaux de Przewalski sont revenus en Mongolie, leur adaptation au climat et au territoire s'est faite sans trop de difficultés. Mais, provenant de zoos où ils avaient totalement perdu leur organisation sociale, ces animaux offerts à la vie sauvage n'ont pas su retrouver leur instinct naturel. Même les animaux de la génération suivante peinent encore à cohabiter.
À la tombée du jour, les groupes se croisent et s'affrontent sur le chemin des points d'eau. Les étalons concurrents épuisent leur énergie en désordre, bagarres et affrontements qui les empêchent de remplir leur rôle, se reproduire et structurer les groupes. Les structures familiales des chevaux sont donc mises à mal. Certains groupes se délitent en permanence. Et dans ce contexte d'agression, des cas d'infanticide peuvent se produire, même s'ils sont plus souvent liés à des accidents qu'à des affrontements. La perte d'un poulain représente toujours une catastrophe. Nour est une victime de cette désorganisation sociale. L'étalon s'est battu pour s'approprier une jument qui ne pouvait lui revenir. Lors d'un combat désordonné, il a reçu un terrible coup de sabot. Sa patte fracturée s'est ressoudée comme elle a pu. Depuis, sa démarche difficile lui interdit tout espoir de fonder une famille. Pas de harem possible pour lui, et c'est encore une lourde perte pour les chevaux de Przewalski. Pour chaque étalon mis hors d'état de se reproduire, ce sont de nombreux poulains qui ne verront jamais le jour. Depuis 4 ans, Nour promène courageusement sa silhouette boiteuse dans les steppes immenses et semble condamné à une solitude absolue. Dans des circonstances similaires, Ouve s'est fait défigurer. Sa boîte crânienne enfoncée traduit la violence du choc. Ouve n'a pas renoncé pour autant à fonder sa propre famille. En Espagne, à San Cebrián de Muda, Sébastien s'apprête à quitter ses chevaux de Przewalski. Il semble bien supporter ce nouveau territoire et ne montre aucun signe d'anxiété. Leur cohésion est un signe encourageant. Je pense qu'ils iront bien. Oui, Ils vont bien se nourrir. je pense que c'est un bon endroit. Fernando Moran, le directeur espagnol de la réserve, veillera sur Engoulevent, Sarine et Apollo. Sébastien, lui, va reprendre le chemin des Cévennes. Les Cévennes. Dans cette région, un drame vient d'avoir lieu. Sandrine de Cave, chef de l'antenne Causse du parc des Cévennes, a été avertie d'une agression et de la mort d'un poulain domestique. Le rapport d'autopsie ne laisse aucun doute. Un loup est entré dans les Cévennes. Le portrait de l'agresseur, tel qu'il apparaît sur les photos des caméras de surveillance du parc national, sont rapidement diffusés. La queue basse, les oreilles rondes et le masque labial blanc confirment qu'il s'agit bien d'un loup de la lignée italienne. Au domaine de la fichade, l'éleveur victime prend ses précautions. Il abrite la nuit ses moutons, ses poules et ses chevaux. Mais dans la journée, il faudrait trouver le moyen de dissuader le prédateur d'approcher des pur-sangs si vulnérables
et le cas échéant, des chevaux de Przewalski. Bonjour Gaëtan. Dans la doline, là-bas, c'est le champ. Pour les autorités, il faut accepter le loup tout en protégeant les agriculteurs qui font partie du patrimoine des Cévennes. Pour que la cohabitation soit possible entre loups et éleveurs, le parc national propose alors un nouveau dispositif que Sandrine Descaves va installer à proximité de l'enclos des Pur-sang. Les Nîmois perdent 5 places d'un coup pour se retrouver avant-dernier. Les footballeurs du Duché se sont inclinés sur leur pelouse 2-0 face au Paris Survie. Il s'agit d'une radio qui émet à intervalles réguliers, simulant la présence humaine, et qui dissuadera le loup d'approcher de ses proies. Les chevaux de Przewalski qui s'ébattent sur le Causse ne peuvent compter que sur leur propre technique de défense. Il leur faut donc retrouver leurs instincts et leur organisation sociale naturelle. Comment faire après toutes ces années passées dans les zoos? Un homme, Patrice Longour, a peut-être la solution. Non loin de Nice, dans sa réserve des Monts d'Azur, une idée fait chez lui son chemin. Une espèce dans un zoo, c'est une enveloppe charnelle. On conserve une enveloppe. On ne conserve pas une espèce parce que dans un zoo, on perd, entre guillemets, la moitié d'une espèce, qu'on perd tout ce qui est comportement social. Et ça fait partie intégrante de l'espèce. L'idée de Patrice Longour serait que les chevaux de Przewalski retrouvent leur cohésion et leurs instincts collectifs par opposition à d'autres espèces, celles qui vivaient près de leurs ancêtres. Mais quel était l'écosystème de ces ancêtres ? Dans l'imaginaire collectif, le cheval de Przewalski est proche des équidés ayant servi de modèle aux Homo sapiens du Paléolithique pour leur peinture rupestre. Certains aspects ancestraux de sa morphologie conduisent à penser qu'il a bien côtoyé les cerfs et les bisons représentés sur les voûtes des grottes de Lascaux. Ils semblent de la même couleur, présentent le même type de crinière dressée, ainsi qu'une bande de poils sombres le long de sa colonne vertébrale, dite raie de mulet. Il a le même museau court. La vérité se perd peut-être dans la nuit des temps préhistoriques. Au Mont d'Azur, chez Patrice Longour, désormais, le monde se mélange pour mieux s'enrichir. Cerfs, bisons, sangliers vont maintenant côtoyer les chevaux de Przewalski et, espère-t-on, les souder contre eux. Certains prédisent des conflits, des violences, des blessures. Mais c'est précisément sur cette confrontation que Patrice Longour fonde ses espoirs. Pour comprendre comment ces espèces vont se confronter, il compte sur les travaux d'Olivier Dufour et Hervé Glotin, deux bioacousticiens de l'Université de Toulon. Dans le passé, ils ont sondé les fonds marins et capté les traces sonores qui dénotent les modes de coexistence des dauphins, des baleines et des cachalots. Les mêmes méthodes pourraient valoir pour les chevaux de Przewalski.
pourrait faire des mesures relatives de ces niveaux acoustiques d'une espèce à l'autre, voir oui, si tout à fait. Elles sont concurrentes dans le domaine simplement acoustique. Oui, Monsieur Longour, ça l'intéresserait beaucoup puisqu'il aimerait démontrer... Une première, car ces études acoustiques n'ont jamais été réalisées en milieu terrestre sur des mammifères. Il s'agit d'enregistrer en permanence pendant 8 jours tous les sons émis par les différentes espèces des monts d'Azur. Ainsi, pourra-t-on décrypter les interactions entre les chevaux, les bisons et les cerfs. Bon, la réserve, c'est ce pavé en gros. Moi, je pense qu'on va se mettre à mi-hauteur là. Vers la zone de 1400 mètres. Ok. Oui. Ok. Celle que l'on voit là-haut. Le défi technique ici, ça va être le suivant. On ne peut pas les mettre au sol parce que entre les sangliers, les cerfs au brame et les bisons, on risque de retrouver ça, je dirais, largement en morceaux, d'autant plus qu'il y a une grande curiosité des animaux, vraiment. Les animaux vont être placés sur écoute grâce au dispositif imaginé par les bioacousticiens. Un micro est relié à une carte mémoire et alimenté par une batterie. Olivier et Patrice vont choisir dans la réserve un endroit propice à ces enregistrements. Un lieu placé sur le passage des différentes espèces. Leur choix se fixe entre la forêt et la plaine, à la lisière des deux. Voilà. Dans la fourche, là? Voilà, on coincera la boîte ici. D'accord. Et puis... Et qui c'est qui monte là-haut? C'est moi. Ben, bravo. Bah, on n'est pas des primates pour rien. Avant d'aller grimper dans ce chêne qui paraît un excellent point d'observation, Olivier et Patrice vont procéder aux derniers essais. Il faut aussi régler l'intensité du micro pour obtenir des enregistrements de bonne qualité. Oui. Quelque chose de plus grave. Très bien. Encore. Encore. Un petit sifflement maintenant, s'il vous plaît. Plus faible. Oui, très bien. Quelque chose de plus grave, s'il vous plaît. D'accord. Là, vous pensez qu'en termes d'intensité sonore, on est dans la gamme du brame? Ah non, c'est bien moins fort. Bien moins fort. C'est plus fort que ça. Hein. C'est plus fort. Ouais. Allez-y, répétez, s'il vous plaît. Encore. Encore. Si Patrice Longour se prête au jeu de bonne grâce, c'est parce qu'il mesure les enjeux de l'expérience. Il comprend qu'elle lui offre la meilleure façon d'étudier les interactions entre les espèces, parce qu'aucune présence humaine ne viendra les perturber. Il saura alors si son intuition était la bonne. Voilà. Ah, tu le sens? Ouais. Pourquoi il y a des cerfs? On procédera à 8 jours d'enregistrement en continu sur une portée d'une centaine de mètres avec un micro à 360 degrés. À l'Université de Toulon, les logiciels analysent les enregistrements. Des signaux sonores spécifiques ont été détectés et identifiés. Et là, on entend plusieurs cerfs d'ailleurs qui se jaugent. Olivier Dufour et Hervé Glotin disposent maintenant de toutes les informations nécessaires. Ils peuvent détecter, par analyse des signaux sonores,
les peurs, l'agressivité, entendre la fuite ou le renoncement, comprendre les appels au secours et les cris d'alarme. Tout ce langage va leur permettre, avec la complicité des écologues, de juger des interactions entre les espèces. Ils vont pouvoir établir que la cohésion des chevaux se renforce face à des espèces adverses. En Mongolie comme en France, les cerfs voisinent avec les chevaux de Przewalski. Cette cohabitation joue en faveur de l'ensauvagement des chevaux. À l'extérieur du parc national de Oustaï, s'étalent des plaines immenses où l'œil ne se heurte qu'aux montagnes de la chaîne de l'Altaï. Comme souvent en Mongolie, les nomades vivent ici avec leurs grands troupeaux. Pour Undur Byamba et sa famille, le cheval est une véritable tradition. Il est d'abord le moyen de transport idéal dans ces steppes infinies. Le cheval mongol, résistant, volontaire et infatigable, peut parcourir de grandes distances. 60 km par jour ne lui font pas peur. Il aida Gengis Khan à bâtir l'un des plus vastes empires de tous les temps. Le cheval mongol fournit aussi la viande et le lait de jument. Celui-ci, fermenté, donnera l'airag, dont les Mongols se nourrissent. Il fournit aussi le cuir qu'on utilise pour construire les yourtes. Enfin, son crottin séché fait office de combustible dans ce pays où les forêts sont rares et les hivers longs et rudes. C'est pourquoi, une fois l'an, on le fête au niveau national, dans de grandes courses où l'on s'affronte et où les prouesses des cavaliers et de leurs montures sont un spectacle très réputé. C'est aussi le pays qui compte le plus de chevaux par habitant au monde. La Mongolie est sans conteste la patrie du cheval. Pourtant, autour du parc national de Oustaï, cette proximité fait peser une nouvelle menace sur les chevaux de Przewalski. En effet, des chevaux domestiques vivent en semi-liberté sur leur territoire. C'est le cas d'Aalgan. Par 3 fois, Undur Byamba est venu chercher parmi les chevaux sauvages son cheval fugueur. Malgré les nombreux kilomètres qui les séparent, Aalgan est reparti par 3 fois chez ses amis les chevaux de Przewalski. 3 fois, il a rejoint le même groupe familial. L'étalon a accepté cet intrus et s'en est même fait un compagnon. Depuis, Aalgan coule des jours heureux dans la famille d'adoption qu'il s'est choisie. Si Aalgan ne représente pas un risque pour les chevaux de Przewalski, c'est parce qu'il a été castré. En effet, les dirigeants du parc national redoutent par-dessus tout que les chevaux domestiques viennent s'hybrider avec les chevaux sauvages. C'est ainsi qu'Undur Byamba perdit son cheval domestique. Les chevaux domestiques sont donc indésirables. En peu de générations, leur sang pourrait dégénérer celui des chevaux de Przewalski.
chevaux domestiques et de Przewalski sont interféconds et peuvent donner naissance à des poulains fertiles. Pour les Przewalski, ce serait à terme perdre leur identité. Par le passé, les nomades encourageaient ces mélanges afin d'ajouter à leurs chevaux domestiques des qualités qu'un sang neuf, venu d'ailleurs, contribuait à développer. Aujourd'hui, pour préserver les chevaux de Przewalski dans leur spécificité, chaque intrusion signalée provoque l'intervention immédiate des gardes. Et chaque fois, ils doivent les reconduire inlassablement à l'extérieur du parc. C'est la seule solution, en l'absence de clôture. Un matin, en début d'hiver, Namkhai Bandi et son chauffeur font leur tournée d'inspection à bord de leur véhicule tout-terrain de fabrication soviétique, un Uaz. Un hiver qui commence pour durer de septembre à juin et qui peut atteindre des températures allant jusqu'à moins 40 degrés. Mais les chevaux de Przewalski sont robustes et peuvent résister à ces conditions extrêmes. Quand viendra la neige, ils seront allés chercher l'herbe qu'elle recouvre. Ce jour-là, de manière inattendue, inhabituelle, ils se couchent sur le sol. Pourtant, en cas d'inquiétude ou de danger, les chevaux dorment debout, prêts à se défendre, capables de réagir immédiatement. Qu'ils soient ainsi couchés marque un fort sentiment de sécurité. Que s'est-il passé pour qu'ils se révèlent aussi ostensiblement en confiance ? Leur attitude intrigue Namkhai Bandi qui connaît bien ses chevaux. Il décide de continuer à observer ce groupe. La surprise qui l'attend est de taille. Un étalon solitaire lorgne sur un groupe familial. L'étalon dominant de cette famille, Karanga, se met en marche pour dissuader ce perturbateur. D'un trot décidé, il se porte à la rencontre de l'agresseur. On s'attend à un terrible affrontement. Mais juste ce qu'il faut d'intimidation pour faire passer le message. Puis, un crottin de marquage en bonnet d'uniforme pour borner le territoire
sous le regard discret et soumis de l'envahisseur. La posture de la tête, l'encolure franche, ce balancement de fierté sont les signes d'un travail bien fait. Karanga peut alors s'en retourner vers son groupe, confiant et sûr de lui. Mission d'étalon accomplie. Il ne lui reste plus qu'à rassembler son groupe. Son autorité n'est pas discutée. Il a assuré sans faille la protection de sa famille. Pour le directeur du parc, c'est une fantastique nouvelle. À Oustaï, un étalon, maître de son art, règne maintenant en douceur sur son groupe familial. L'apaisement tant attendu vient de se produire. Et c'est serein aujourd'hui que Namkai Bendi peut poursuivre sa tournée d'inspection. Si un cheval a réussi à retrouver ses instincts de manière aussi parfaite, d'autres le peuvent aussi, et d'autres le feront sûrement. L'avenir sourit à nouveau enfin pour ces chevaux de Przewalski. Nour, qu'on pensait voué à sa solitude, s'est trouvé un compagnon d'infortune. Son calvaire en sera sans doute allégé. Bonne surprise aussi pour Ouve. Malgré sa gueule enfoncée et son aspect patibulaire, il a réussi à se trouver une jument. Il veille à ne pas la laisser filer. Quand elle lorgne vers un groupe qu'elle irait volontiers rejoindre, il déploie la panoplie du jaloux de service. Là encore, un crottin de marquage pour bien signifier qui est le maître des lieux. Puis, la tête rasant le sol, il suit la jument, prête à la remettre dans le droit chemin. C'est qu'il s'est donné beaucoup de mal pour avoir une jument. Et il n'a pas du tout l'intention de la lâcher. Pour épargner aux chevaux de Przewalski les ravages de la consanguinité, qu'ils soient directs ou indirects, beaucoup se sont battus et d'autres se battent encore. En Mongolie, aux Pays-Bas, en France, en Espagne aujourd'hui. L'espoir approche. L'avenir se dégage des ombres qui planaient encore sur ces chevaux miraculés. Ils seront peut-être bientôt définitivement sauvés.